Com vulgui. Molt bé, doncs, bona tarda a tots. Benvinguts una altra vegada a la sessió del batxillerat. Aquesta tarda tenim amb nosaltres el Pascal Riu, que és un professor que ha sigut col·laborador del Departament d'Educació molts anys. També és un dels formadors veterans que tenim aquí al programa batxillerat i ara m'estava comentant que actualment és professor d'un institut de Nantes, a França. Ell ens parlarà avui del tema del 2002, l'onde de choc du Front National, la montée de l'extrême droite et du populisme, 2002-2020. Pascal, un plaer conèixer-te, estarem molt atents a les teves explicacions i quan vulguis. Merci à tous et à toutes de vous connecter pour cette conférence d'aujourd'hui qui aura pour thématique principale, pour questionnement principal, la montée des extrêmes, on prendra l'exemple évidemment du Front National vers une dérive populiste, avec point d'interrogation. Donc on s'interrogera ici surtout sur le populisme. Alors il faudra bien sûr évidemment définir ce qu'est le populisme, et puis tout d'abord, il n'y a pas un populisme, il y a des populismes. Donc ce sera au pluriel qu'on utilisera cette formule, ce concept. Donc, le point de départ, finalement, de cette conférence, ce sont trois ouvrages. Je commence toujours ma conférence par une bibliographie. Alors, vous avez un des premiers livres d'un historien qui s'appelle Jean-Pierre Rioux. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Je ne sais pas si on le voit bien, mais sinon, je le mettrai de toute façon dans le résumé de la conférence. Jean-Pierre Rioux, sur les populismes, qui date de 1997. Ensuite, il y a un ouvrage, je ne sais pas quel est le problème de ma caméra. On ne le voit pas bien, je crois. Je crois que j'ai flouté. Enfin, voilà, ici. Voilà, Taguieff, l'illusion populiste. Donc, c'est un ouvrage très intéressant, celui-ci, notamment sur le concept du populisme. Et on verra les différents types de populisme à travers l'ouvrage de ce philosophe. Et puis, un ouvrage très récent de Pierre Rosanvallon. Pierre Rosanvallon, c'est un historien connu et reconnu et qui a publié en 2020, donc c'est très récent, Le siècle du populisme. Très intéressant. En fait, c'est un éventail, c'est un historique un peu des différents populismes à travers l'histoire et notamment à travers les continents, puisqu'il aborde à la fois le populisme russe, le populisme, on va dire, de type européen et surtout le populisme latino-américain. Donc voilà, donc on verra cela. Nous, évidemment, on va se centrer sur le populisme français. Alors, le point de départ de cette conférence, c'est évidemment 2002. 2002, comme vous le savez, c'est le 21 avril 2002, c'est le premier tour des élections présidentielles entre les différents prétendants, c'est-à-dire Chirac, Jospin et Le Pen. Et c'est l'irruption, en quelque sorte, dans le paysage politique français du Front National. Le Front National est né en 1972, donc peu après les années 68, ce que l'on a déjà abordé, par Jean-Marie Le Pen. C'est un parti qui s'affiche comme d'extrême droite, on le verra. Né en 1972, il changera de nom en 2018 pour devenir le Rassemblement national. Donc on passe du Front National au Rassemblement national en 2018. On change également de leader puisque Jean-Marie Le Pen sera exclu du parti par sa fille en 2015 et sa fille deviendra en quelque sorte la présidente de ce Rassemblement national en 2011, Marine Le Pen. Alors, pourquoi c'est intéressant d'étudier en quelque sorte ce parti, Front National, à la lumière des populismes? Parce que finalement, ce parti politique intervient de plus en plus dans la vie politique française. Il y a deux dates évidemment importantes qu'il faut retenir. 2002, on le verra en détail tout à l'heure, et puis il y a 2017. En 2002, c'était Jean-Marie Le Pen contre Chirac, et en 2017, comme peut-être vous vous en rappelez de ce débat, c'est donc face à Macron, Marine Le Pen
face à Macron. Marine Le Pen, d'ailleurs, qui est sortie du débat totalement défaite, en quelque sorte, puisqu'elle n'arrivera pas à remonter et puis elle se fera donc éliminer au deuxième tour. Donc le décor est planté, donc nous avons un parti politique qui est inscrit dans l'histoire politique de la France depuis les années 70 et qui régulièrement, on le verra, les années 80, 90, arrive à marquer en quelque sorte le paysage politique. Donc, en première partie de mon intervention, c'est la vie politique en France depuis 2002. Donc, on va faire on va dire en quelque sorte un repasso, revoir en quelque sorte les principaux faits politiques depuis 2002. Grand A, le désenchantement politique. Il faut partir effectivement de cette situation à la fin des années 90, milieu des années 90, fin des années 90, où on assiste en quelque sorte à une prise de conscience de l'affaiblissement du rôle de l'État. C'est-à-dire que les Français se rendent compte que finalement, l'État ne peut pas tout faire et ne peut pas tout résoudre. Et il y a de plus en plus un désintérêt de la part des Français vis-à-vis des élections, des principales élections qui se déroulent au cours de ces années, notamment régionales, européennes et même les présidentielles. Alors, pour expliquer ce désenchantement du politique, il y a deux phénomènes, deux principaux faits qui permettent de comprendre un petit peu ce désintérêt des Français vis-à-vis de la chose publique, en quelque sorte. La première, évidemment, c'est le poids croissant, le poids envahissant de l'Europe, de la Commission européenne et des textes réglementaires européens qui prennent finalement le poids et qui prennent finalement plus de force vis-à-vis des lois et des règlements nationaux, c'est-à-dire des règlements français. Le deuxième élément qui fait que le poids de l'État diminue ou est contesté, c'est le vaste chantier de la décentralisation. Alors, c'est toujours difficile d'expliquer cela aux élèves. La décentralisation, c'est tout simplement... Qu'est-ce pas ça? Non, c'est bon? Oui, il y avait quelqu'un qui avait le micro. Ah, d'accord. Donc, je reprends. Donc, le deuxième élément qui explique en quelque sorte ce désintérêt pour l'État et la chose publique, c'est la décentralisation. Donc, c'est difficile d'expliquer ça aux élèves. La décentralisation, pour faire les choses simplement, moi, vous savez, je ne suis pas un spécialiste, je suis, ce que je dis aux élèves, un généraliste. Nous sommes des généralistes. C'est le transfert de compétences. C'est-à-dire que l'État, finalement, va donner de plus en plus de compétences aux régions. Les régions, véritablement, naissent dans les années 60-70, et c'est à partir des années 80, avec ce qu'on a appelé les lois Defferre, que l'État va progressivement donner aux régions plus de pouvoir, plus de compétences. Il y a ces années, donc 82-83, et puis il y a une date qu'il faut retenir, c'est 2003, puisque 2003, il y a un changement de la Constitution. Désormais, l'État français n'est plus un État centralisé, c'est inscrit dans la Constitution, c'est un État décentralisé. C'est-à-dire que de plus en plus de régions se dotent d'une capacité financière, d'une autonomie financière, peuvent gérer les écoles, peuvent gérer les lycées, peuvent gérer en quelque sorte les réseaux ferroviaires locaux, en quelque sorte, et le réseau des routes départementales et communales. Donc tout cela est évidemment de plus en plus important et prend de l'importance dans les années 2000. Alors c'est quelque chose qui est important, évidemment, cette décentralisation, puisque Macron et puis les autres, ses prédécesseurs, ont voulu finalement doter les régions des mêmes compétences que celles que les régions espagnoles possèdent. Moi, j'explique souvent cela, et c'est facile d'expliquer. Les régions, les communautés autonomes espagnoles ont beaucoup plus de pouvoir
beaucoup plus de capacité d'autonomie financière que les régions françaises. Mais c'est un mouvement, en quelque sorte, une tendance forte qui permet d'expliquer finalement ce désintérêt. L'État voit surtout en l'État une superstructure, voilà, donc qui perd de plus en plus de ses pouvoirs. Les Français restent très attachés à l'État-providence, à l'État social, et finalement, on voit qu'avec la libéralisation des échanges, avec ce libéralisme politique, économique, eh bien, il y a de plus en plus de délaissés, de laissés pour compte, c'est-à-dire de gens qui ne s'y retrouvent plus dans cet état social. L'état social, en fait, c'est une survivance de l'État-providence qui est né après la guerre en 1945. Aujourd'hui, il en reste très peu. Il reste quelques éléments de cet État-providence. Mais de plus en plus, c'est un État-providence qui n'existe plus, si dans l'imaginaire encore des citoyens. Un autre phénomène, et qui est la conséquence en fait de ce désintérêt, c'est évidemment le taux d'abstention. Les Français ne vont plus voter. Alors ça, c'est une grande caractéristique de la fin des années 90, et je vous donne quelques chiffres. Par exemple, aux élections européennes de 1999, il y a eu des élections européennes, il y a eu plus de 50% d'abstention. Plus de la moitié des Français ne sont pas allés voter. C'est quand même assez remarquable. Et même pour les élections législatives de 2002, il y a eu 35% d'abstention, c'est-à-dire les législatives qui ont suivi les présidentielles. Et même le premier tour de l'élection présidentielle 2002, il y a eu près de 28% d'abstention. Donc, on a un désintérêt qui profite de plus en plus aux formations d'extrême droite et d'extrême gauche. C'est ça qui permet en quelque sorte d'expliquer en partie, évidemment, la montée du Front National. Il y a évidemment ce phénomène de crise, de difficulté pour certaines gens de s'y retrouver. L'ascenseur social, comme on l'appelle souvent en France, ne fonctionne plus. Et donc, les personnes modestes, les ouvriers, les commerçants, même certaines professions libérales, les fonctionnaires, eh bien, ont tendance à voter soit à l'extrême droite, soit à l'extrême gauche. Et puis, il y a ce mouvement qui a été initié au début des années 2000, c'est le mouvement des indignés. C'est toute la mouvance Podemos, et ce que l'on a connu également en France. Donc, ce mouvement des indignés, je ne sais pas si vous avez lu le livre de l'auteur qui a finalement publié ce manifeste en 2010, c'est Stéphane Hessel, H-E-2-S-E-L, qui a publié en 2010 un petit libelle, un manifeste de quelques dizaines de pages, intitulé « Indignez-vous », dans lequel il demande finalement aux gens de toujours contester, de ne jamais être d'accord avec le pouvoir en place. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant peut-être à montrer aux élèves. C'est-à-dire que de plus en plus donc, de citoyens vont émettre un vote protestataire. C'est-à-dire qu'au-delà de voter pour tel ou tel parti, ils vont surtout voter pour les extrêmes pour manifester leur mécontentement. C'est ça qui est important à comprendre dans ce phénomène. Par exemple, pour l'élection présidentielle, toujours la même de 2002, c'est près de 19% des voix qui vont aller à l'extrême droite. Et près de 10% à l'extrême gauche. Donc, vous voyez, 19% à l'extrême droite, 10% à l'extrême gauche. D'où le faible score de Chirac au premier tour de l'élection présidentielle de 2002. Donc, grand B, le choc de 2002. Alors, pour comprendre cette élection, il faut revenir sur la mise en place du quinquennat. C'est-à-dire qu'avant 2000, on avait ce qu'on appelle le septennat, c'est-à-dire le mandat du président était de 7 ans, le mandat des députés était de 5 ans, d'où le décalage de 2 ans qui existait entre les députés et le président. Chirac doit gouverner avec Jospin, vous savez, c'est la 3e cohabitation, 1997-2002,
Et Jospin comme Chirac s'entendent pour réaliser cette réforme de la Constitution et mettre le mandat des présidents à 5 ans. Or, il y a un calcul politique évident de la part de Chirac. Chirac va finir son septennat en 2002 et il souhaite se représenter. Il est évident qu'il est âgé, il a quelques petits problèmes de santé, on le sait, donc les Français accepteront plus facilement un mandat de 5 ans qu'un mandat de 7 ans. Voilà. C'est aussi simple que cela. Alors, deuxième chose importante à comprendre, surtout pour les élèves, c'est l'inversion du calendrier. C'est-à-dire que Chirac et Jospin s'entendent pour « OK, on va passer le mandat du président de 7 à 5 ». Ils organisent un référendum avec plus de 70% de oui, même s'il y a eu un record dans l'abstention. Mais la deuxième chose, c'est inverser le calendrier. C'est-à-dire qu'il faut en quelque sorte que l'élection présidentielle soit avant celle des députés, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire qu'il y avait l'élection législative et ensuite l'élection présidentielle. C'est pour ça que généralement, l'élection présidentielle arrivait après et le président, par exemple le président Mitterrand, quand il est arrivé en 1981, a dissous l'Assemblée qui avait été précédemment élue. Et là, Jospin va forcer en quelque sorte le passage et le vote de la loi. Chirac n'était pas pour, il préférait d'abord avoir l'élection législative et ensuite l'élection présidentielle. Donc finalement, on se retrouve en 2000, pour les prochaines élections, à savoir 2002, à une élection présidentielle d'abord et ensuite une élection législative. Alors, ici, il y a deux stratégies. C'est un peu technique, mais bon, il faut de temps en temps rentrer dans la technique politique. Pour se présenter, vous avez deux candidats favoris, à savoir Chirac et Jospin. Chirac, le RPR, parti de droite républicaine, droite gaulliste, et Jospin, le Parti socialiste. Ici, deux stratégies. Jospin va en quelque sorte laisser se développer de multiples candidatures, pensant que de toute façon, il sera au second tour. Pourquoi? Parce que c'est un calcul politique. Si vous arrivez au deuxième tour et que vous avez un report de voix important, c'est gagné. Le but, c'est de mobiliser l'électorat. Donc, le but de Jospin, c'est de dire, au premier tour, nous allons ratisser large, comme on dit en France, on ratisse large, et au deuxième tour, ils vont tous voter pour moi. Eh bien, Chirac va faire la démarche inverse. Il va dire, non, moi, ce que je veux, c'est un grand parti unique de la droite. C'est ce qu'il va faire et qui va s'appeler l'UMP, l'Union pour la majorité présidentielle. Et ce pari va s'avérer gagnant de la part de Chirac, puisque au mois d'avril, donc le 21 avril 2002, soir du premier tour de l'élection, Chirac passe en tête avec un très faible score, un score jamais atteint par un président sous la Ve République, puisqu'il va avoir 19% des voix. Et au premier tour, donc, la deuxième surprise, c'est bien sûr l'arrivée de Jean-Marie Le Pen devant Lionel Jospin. Alors là, c'est un choc. Moi, je me rappelle très bien de cette journée, de cette soirée du 21 avril 2002, où tous les Français étaient effrayés en disant « mais c'est le diable qui arrive à l'Élysée, c'est le fascisme, c'est l'extrême droite, c'est la catastrophe ». Voilà, c'était vécu comme ça. Les gens étaient effrayés. Et ça se joue à très peu, parce que Le Pen arrive avec 16,8% des voix, 16,8%, et Jospin avec 16,2%. Donc ça s'est joué à quelques milliers d'électeurs. Il n'empêche, Jean-Marie Le Pen passe au second tour. Bon, la suite, on la connaît, c'est un échec cuisant pour Jean-Marie Le Pen, et une victoire à l'africaine. On dit souvent une victoire à l'africaine parce qu'il est élu avec plus de 82% des voix au second tour. Chirac est donc triomphalement élu président pour 5 ans, pour un second mandat en 2002. Mais le mal est fait. C'est-à-dire que le vert
pour certains, le ver est déjà dans le fruit. Donc, il va falloir maintenant expliquer finalement quelles sont les caractéristiques véritablement de ce parti politique et qu'est-ce qu'il représente réellement vis-à-vis de l'opinion publique. Grand C toujours de la première partie, je regarde l'heure, c'est bon, grand C d'un Le Pen à une autre, puisqu'on passe de Jean-Marie à Marine Le Pen. Comme je le disais tout à l'heure, Le Pen arrive au second tour. L'audience du Front National tombe au second tour, puisqu'il arrive avec très peu de voix, finalement. Et surtout, c'est un désastre aux législatives qui vont suivre, puisque suite à l'élection présidentielle, il y a des législatives, et Jean-Marie Le Pen pense qu'il peut mobiliser une nouvelle fois son électorat et obtenir des députés. Rien du tout. Il n'en aura pas un seul. Alors ça, c'est lié, parce que les élèves ne comprennent pas, en fait. Ils ne comprennent pas qu'il arrive au second tour. Ça, c'est une erreur stratégique de Jospin. Et ils ne comprennent pas, surtout, qu'il ne puisse pas avoir de députés à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est lié au modèle du vote, du suffrage à la française. Vous savez qu'en France, on a, contrairement à l'Espagne, on a un suffrage à 2 tours. C'est un scrutin majoritaire à 2 tours. Ce qui fait que, généralement, beaucoup, en quelque sorte, d'électeurs et de candidats ont voté pour, ou contre plutôt, le Front National au second tour. Ce qui fait que Jean-Marie Le Pen n'a aucun député. Il n'arrivera pas véritablement à obtenir de députés à l'Assemblée nationale. En fait, cette percée, cette montée en puissance du Front National vient des élections européennes de 1984. En 1984, il y a des élections européennes et Jean-Marie Le Pen et son parti, le Front National, obtiennent 10 députés déjà à l'Assemblée européenne. Alors, ce parti fait le constat d'une décadence de la nation française. Ça, c'est le grand slogan du Front National, c'est la décadence de la France, de la nation française. Il y a eu une libéralisation des mœurs, on a connu la crise économique, il y a le chômage qui grimpe, il y a l'inflation, il y a les inégalités, et il y a surtout l'insécurité qui est endémique. Donc, ce sont sur ces thèmes-là, l'insécurité, le chômage, les inégalités, que le Front National va véritablement attaquer et constituer son programme. Ce déclin de la France est lié à l'immigration incontrôlée. C'est le discours d'extrême droite classique, ce qu'on retrouve dans le discours de Vox ici en Espagne. L'immigration incontrôlée, l'Europe également, les technocrates de Bruxelles, qui ouvrent les frontières à la libéralisation des échanges. C'est aussi une perte de souveraineté du territoire, c'est-à-dire que les Français ne sont plus chez eux. Voilà. C'est le discours classique, le travail aux Français d'abord, les Français en premier, les immigrés plus tard, ou pas du tout. Voilà. Les dérives antisémites, il y a des dérives antisémites, xénophobes ou racistes également, constituent cependant un repoussoir pour une majorité de Français. Mais même si les théories négationnistes de Jean-Marie Le Pen sur les chambres à gaz, sur les camps de concentration, ces théories antisémites, xénophobes, effraient ou font peur à une grande partie de l'électorat, néanmoins, c'est ça qui est très intéressant. Néanmoins, eh bien, un électorat de plus en plus important va adhérer à ces thèses. Et on l'observe aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez, si on prend Marine Le Pen et Éric Zemmour,
c'est 30% de l'électorat français qui adhère en quelque sorte à ces thèses. C'est beaucoup, c'est énorme. Il faut compter également sur les déçus, les gens, je le disais tout à l'heure, les déçus, les gens modestes, les ouvriers, les employés, les perdants de la globalisation. L'ascenseur social, ça c'est quelque chose qui reviendra souvent même dans le discours de Chirac. Chirac a été populiste, on le verra tout à l'heure. L'ascenseur social est en panne. Donc on a cette base électorale entre 12 et 15% pour le Front National à l'époque, au début des années 2000. Avec le changement de leader, avec le changement de chef, donc on passe de Jean-Marie Le Pen à Marine Le Pen en 2011, le changement, la date c'est 2011, c'est une volonté de la part de Marine Le Pen de dédiaboliser. On dédiabolise. On fait en sorte que le Front National, puis le Rassemblement national puissent être un parti comme les autres. Certes, un parti nationaliste, un parti protestataire, mais un parti dans une démocratie qui a pour ambition de conquérir le pouvoir. En 2007, les choses ne se passent pas bien pour le Front National. Vous savez, il y a des élections présidentielles en 2007. Donc 2002, montée importante du Front National. 2007, c'est plutôt un repli. Voilà, c'est un repli important puisque le Front National fait seulement 10% des suffrages en 2007. Alors pourquoi? Parce que Sarkozy va en quelque sorte manger, grignoter les parts du Front National avec un discours très orienté à droite sur notamment la sécurité. Vous savez, la politique du Karcher. On va karchériser les quartiers d'immigrés, on va nettoyer tout ça, on va faire la grande lessive. Donc, le Front National va perdre beaucoup au cours de cette élection présidentielle de 2007. Et c'est en partie, à partir de 2012, que Marine Le Pen va peu à peu reconquérir son électorat. Et évidemment, la grande surprise, la grande réussite de cette reconquête du parti par Marine Le Pen, c'est 2017 face à Emmanuel Macron. Alors, je vous donne quelques chiffres de cette montée en puissance à partir de 2012. C'est notamment les élections municipales de 2014 et les élections régionales de 2015. En 2014, il y a des municipales et en 2015, il y a des régionales, donc pour élire les conseillers régionaux. Il faut savoir qu'au cours de cette élection de 2015, le Front National va obtenir plus d'élus que le Parti socialiste. J'ai bien regardé les chiffres. Je vous donne ce chiffre qui est assez marquant finalement. Donc 2015, le Front National dépasse le Parti socialiste. 358 conseillers régionaux, Front National, contre 355 élus socialistes. Vous allez me dire, la différence est minime, mais c'est symbolique. Véritablement, 2015 marque un cap. Alors pourquoi? Il y a ces élections régionales et puis il y a surtout, comme vous le savez très bien, les attentats terroristes à Paris. 2015, c'est l'irruption de l'islamisme radical. Ce sont les attentats à Paris, Charlie Hebdo, Bataclan, etc., etc. Et c'est sur cette montée de l'islamisme radical que va se construire le nouveau discours de Marine Le Pen, contre, finalement, cette montée en puissance de l'islamisme radical. Et il y a une évidence, c'est qu'en 2016, à la fin de l'année 2016, rappelez-vous, le président en exercice, François Hollande, renonce à se présenter à un second mandat. C'est
la catastrophe. Le Parti socialiste n'existe plus, il implose. C'est Manuel Valls qui voulait se présenter, et puis finalement, Manuel Valls n'est pas élu, et c'est Benoît Hamon, un inconnu finalement, qui va l'emporter et représenter le Parti socialiste. Bref, c'est la déroute, la débâcle du Parti socialiste, et cela va profiter énormément à, évidemment, Marine Le Pen. Néanmoins, en cours de cette élection de 2017, Macron va se présenter en rassembleur, va se présenter en personnage nouveau, jeune. Il va en quelque sorte surfer sur cette vague qu'il n'est ni de droite ni de gauche, et donc va capter beaucoup d'électeurs, tant de gauche que de droite, ce qui ne va pas aider Marine Le Pen à convaincre et à mobiliser son électorat pour le second tour. Macron va être élu finalement triomphalement au second tour avec plus de 66% des suffrages contre 33% à Marine Le Pen au second tour. Mais c'est surtout le débat entre le premier et le second tour, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui va faire pencher la balance vers Emmanuel Macron. Marine Le Pen va totalement rater ce débat. Ce sera un échec cuisant pour Marine Le Pen. Alors, qu'en est-il, avant de passer un peu à la théorie, à l'abstraction des populismes, qu'en est-il de la prochaine élection? Vous savez que cette année, au mois d'avril, il y a une élection présidentielle en France, très importante. Macron, même s'il n'est pas officiellement candidat, va se représenter. Le problème, c'est qu'à droite, vous avez les Républicains avec Valérie Pécresse, donc la droite républicaine, conservatrice, libérale. Voilà. Mais vous avez, et les choses se compliquent pour Marine Le Pen, vous avez donc le parti du Rassemblement national avec Marine Le Pen, qui est à 16-17% dans les sondages, et puis vous avez le nouveau venu, que vous ne connaissez peut-être pas, peut-être qu'en Espagne on fait quelques reportages, mais ici on en parle beaucoup, c'est Éric Zemmour. Alors peut-être que tout à l'heure vous aurez des questions à me poser sur ce personnage, c'est un polémiste, un journaliste qui s'est beaucoup intéressé à la politique et qui se présente aux élections présidentielles avec un parti, avec un nom très, très, très connoté qui s'appelle la Reconquête, la Reconquista. Donc, il veut reconquérir le pays. Le pays n'appartient plus aux Français. Lui, il a un discours très radical, clivant. Lui, véritablement, il faut sortir tous les immigrés des prisons, puisque, évidemment, toutes les prisons sont pleines d'immigrés, puisque les immigrés, selon lui, sont tous des voleurs et des assassins. Et il faut ramener tous les immigrés, légaux, illégaux, tout ce que l'on peut, dehors du pays. Donc, véritablement, c'est un personnage très clivant. Il est beaucoup plus à droite que Marine Le Pen. Marine Le Pen essaye d'avoir un discours modéré. Elle change, d'ailleurs, elle a beaucoup changé, notamment sur l'Europe et sur la monnaie unique. Elle a changé dernièrement aussi sur les retraites. Mais on a ce personnage, Éric Zemmour, qui va grignoter, qui prend de plus en plus de voix à Marine Le Pen. Et de l'autre côté, c'est la débandade, puisqu'il n'y a rien, à part la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, qui est à 9-10%. Mais la gauche, les socialistes sont à 2%. Enfin, c'est un désastre, un véritable désastre pour le Parti socialiste. Donc, bien malin, celui qui arrivera à dire qui sera au second tour. Pratiquement tout le monde sait que c'est Macron déjà, qui est qualifié pour le second tour. Donc, tout le monde est convaincu de cela. Maintenant, qui sera en face de lui? Valérie Pécresse, Éric Zemmour ou Marine Le Pen? Voilà, le suspense est total. Bien, grand 2, on y va pour l'abstraction. On va essayer de comprendre maintenant un peu mieux ce qu'est le populisme de Jean-Marie Le Pen, le populisme du Front National
et celui du Rassemblement national. Donc, grand 2, j'ai intitulé ça le national-populisme. Le national-populisme, un dérivé du populisme. Donc, en fait, c'est une caractéristique, le national-populisme est une caractéristique du populisme. Définition. Il faut distinguer le populisme du national-populisme. Si le premier, c'est-à-dire le populisme, fait référence à une dérive protestataire, c'est-à-dire une protestation, l'autre, c'est plus un repli identitaire. Donc, d'un côté, on a le populisme protestataire, celui qui est contre les élites, contre le système, et l'autre, c'est un populisme identitaire. Un populisme identitaire. C'est en quelque sorte un repli sur le national, sur la France, sur les valeurs françaises. Donc, ce national-populisme du Front National est la fusion de multiples éléments d'extrême droite, et ce, depuis les années 20, les années 30. C'est le catholicisme intégriste, c'est les néofascistes, les néo-nazis, ce sont les nostalgiques de la Révolution nationale de Pétain ou de l'Algérie française. Donc, c'est en quelque sorte un conglomérat, un assemblage de différents styles politiques, de différentes idéologies, de différentes tendances de droite. Son succès, c'est-à-dire le succès du Front National, est surtout dû et surtout lié à son leader, à son chef charismatique, Jean-Marie Le Pen, qui est un orateur, qui est un fin manœuvrier. C'est le type du démagogue moderne. Démagogue, dans le sens finalement négatif. Vous savez que le démagogue, si on reprend l'étymologie du mot démagogue, il y a un sens positif. C'est celui qui, en quelque sorte, conduit, éduque, instruit le peuple, le démos, et l'autre, celui qui manipule, celui qui va, en quelque sorte, essayer de manipuler l'opinion, manipuler le peuple pour son intérêt personnel. Pour Jean-Marie Le Pen, le peuple est unique et il est, lui, le seul représentant du peuple. C'est simple. Voilà, il n'y a pas d'autre. Le peuple est un ensemble homogène, le vrai peuple français, et il se met en avant comme le seul représentant du peuple. Il met en place évidemment les peurs, puisque dans une manipulation, dans un discours populiste démagogique, il faut faire peur. Eh bien, la peur principale, c'est l'invasion des immigrés. Nous sommes envahis. La France est envahie. C'est le discours de Zemmour, actuellement. Nous sommes envahis par les immigrés et l'islam radical. J'en parlais tout à l'heure. L'islam radical qui font qu'aujourd'hui, eh bien, la France est ingouvernable, est ingérable. C'est le chaos, c'est l'anarchie. Donc, le populisme à la française demeure un refus chronique de s'aligner sur l'axe droite-gauche. C'est-à-dire c'est anti-système. Ils ne sont ni à droite, ils se considèrent ni à droite ni à gauche. Ils sont contre les élites. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ils sont contre les technocrates, contre les intellectuels. En réalité, ici, le populisme du Front National, comme les autres populismes qui fleurissent partout en Europe, en Allemagne, dans les pays scandinaves, en Hongrie, en Pologne, vous avez une éclosion de tous ces populismes, révèle les symptômes de nos démocraties représentatives. C'est la crise de la démocratie représentative. Il faudra bien expliquer cela aux élèves. La démocratie représentative, c'est la démocratie, c'est ce qu'on appelle la souveraineté nationale,
qui s'oppose à la souveraineté populaire, Sí, em vaig rebre alguna en foto. quelque sorte. Sí. Hein? Sí, Souveraineté nationale, souveraineté populaire. Souveraineté populaire, c'est le populisme d'extrême droite, le populisme Front National, c'est-à-dire le peuple doit décider directement des affaires de la cité, et le populisme, la souveraineté nationale, c'est la souveraineté que l'on connaît aujourd'hui dans les démocraties modernes, c'est-à-dire par le vote de nos représentants, de nos élus, les députés, les sénateurs. Donc tout cela aujourd'hui est remis en question. Le populisme de droite, le populisme d'extrême droite, comme il existe un populisme d'extrême gauche, il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas de populisme essentiellement de droite. Le populisme est à droite et à gauche. Voilà. Il y a un populisme libéral et un populisme conservateur. Il y a un populisme qui est pour l'État, pour que l'État intervienne davantage, et il y a un populisme avec un programme économique très libéral. Donc, c'est un mot valise, c'est un mot qui contient finalement beaucoup de courants politiques. Alors, la question qu'il faut se poser, surtout ici, y a-t-il ou non un bon usage du peuple? C'est ça, en fait, la réalité. Le bon usage du peuple, quel est-il? Est-ce qu'il faut voter régulièrement tous les 5 ans ou faut-il inventer une autre démocratie, un autre rapport au peuple? C'est ce qu'essayent de faire finalement les populismes. Donc, on peut le considérer comme une dérive antidémocratique, on peut aussi le considérer comme finalement une volonté de résoudre les problèmes de nos démocraties qui sont malades. Et tout le monde en fait le constat. Même Macron, il en fait le constat. Alors, essayons de classer tout ça. Essayons de mettre de l'ordre et de faire un classement de ces populismes. Grand B, une typologie ou un classement. Grand B, donc typologie, classement. Les mouvements populistes présentent des caractéristiques communes. On va les voir rapidement. La première caractéristique commune au populisme, que ce soit de droite ou de gauche, c'est l'appel au peuple tout entier. C'est-à-dire qu'on ne va pas déterminer telle partie du peuple, on va faire un appel à l'ensemble du peuple français, ou du peuple espagnol, ou du peuple allemand, etc., etc. C'est une relation intime entre le peuple et le leader. Voilà, il doit y avoir un contact direct entre le leader et le peuple. La deuxième caractéristique, c'est l'appel au peuple authentique, le vrai peuple français, de souche française. Allez me dire aujourd'hui ce qu'est le peuple français. Jean-Marie Le Pen se définissait comme un celte, c'est-à-dire les populations pré-romaines qui sont arrivées en Europe et qui ont conquis l'ensemble de l'Europe. C'est quoi être français aujourd'hui? C'est ça la question qui est posée souvent par les populistes. Le peuple authentique, c'est celui qui a conservé son identité nationale, qui se sent profondément français. Donc là, il y aurait un débat à mener. Ensuite, troisième caractéristique, c'est un appel au changement impliquant une rupture purificatrice. C'est-à-dire, il faut se purifier, il faut adopter en quelque sorte une nouvelle ère, une nouvelle génétique, une nouvelle identité. Je ne sais pas comment on pourrait le définir. Donc ça, c'est la troisième caractéristique. Il faut se purifier de tous ces maux, de tous ces problèmes pour être un bon Français, un vrai Français. La quatrième caractéristique, c'est nettoyer le pays de ces éléments inassimilables. De ces éléments inassimilables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, en quelque sorte, intégrer. Qui sont responsables du désordre, de l'insécurité, de la perte de l'identité nationale. Ce sont les mélanges. Voilà. Pour le Front National, pour les populismes, que ce soit de droite ou de gauche, il y a cette volonté de se débarrasser de ces éléments perturbateurs. Et ici, dans la catégorie populiste droite, surtout, c'est le grand remplacement évoqué par Zemmour, le grand remplacement. C'est-à-dire que la France n'est plus la France. La France est
envahi par les immigrés. Il n'y a plus de Français en France. Nous sommes... c'est fini. Donc, si nous voulons retrouver une identité française et un pays qui s'appelle la France millénaire, eh bien, il faut se débarrasser de tous ces éléments. Il y a un autre élément, hein, c'est ce qu'on appelle qui serait une autre caractéristique, qui serait le néopopulisme. Le néopopulisme, c'est le populisme des médias. Celui qui utilise les médias, les journaux et surtout les télévisions. Et là, vous avez un exemple frappant. Je me suis un peu intéressé à cette question. C'est, je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne de télévision française qui s'appelle CNews. CNews. C'est une chaîne d'infos en continu. Vous avez deux grandes chaînes d'infos en continu en France qui s'appellent BFM TV et CNews. Eh bien, CNews, c'est le groupe Bolloré, un groupe des médias porté très à droite, et c'est le groupe Vivendi. Vivendi. Ce sont des multinationales très puissantes qui ont fait le pari sur Zemmour. C'est-à-dire que la chaîne CNews, et c'est clair, hein, est au service de Zemmour. Et ça, on le voit dans le commentaire des journalistes, dans la façon de traiter l'information. C'est véritablement la plateforme de lancement de la fusée Zemmour. C'est effrayant, hein, c'est véritablement effrayant. C'est-à-dire que Zemmour était journaliste à CNews, curieusement, il était journaliste à CNews et il préparait déjà son programme. Et il a été condamné d'ailleurs pour une de ses déclarations en disant que tous les violeurs et les assassins étaient des immigrés. Voilà. Il a été condamné pour ça. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le télépopulisme, le néopopulisme ou le télépopulisme. Grand C, on va faire un focus, un zoom sur le national-populisme autoritaire de Le Pen. Grand C, donc le national-populisme autoritaire en France. Donc je l'ai dit tout à l'heure, le populisme du Front National est à la fois identitaire, le peuple est menacé de destruction, et protestataire. C'est un mixte. C'est-à-dire peu à peu, le Front National s'est construit un programme, une idéologie. Au départ, c'était davantage, on va dire, identitaire, la France d'abord, et ensuite il est devenu protestataire, c'est-à-dire contre les immigrés, contre l'islam, contre la religion. Ça, c'est le grand discours de Zemmour, c'est l'islam est devenu majoritaire en France. Il n'y a plus de catholicisme en France, il n'y a plus de christianisme, c'est l'islam qui domine. Donc, il faut s'en débarrasser pour Zemmour. L'électorat du Front National est ouvrier et chômeur. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que les chômeurs, les ouvriers qui votaient généralement la gauche, Parti communiste ou Parti socialiste, aujourd'hui votent Front National. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire la base de l'électorat Front National, ce sont les chômeurs, les ouvriers, les commerçants, les artisans, les fonctionnaires, une partie des fonctionnaires qui votent aujourd'hui Front National, qui votent ce type de nationalisme. Jean-Marie Le Pen parle lui-même de force d'occupation. Il inverse en quelque sorte. Vous savez, le discours de la résistance, la France de 40. La France de 40, Pétain était collabo, De Gaulle était résistant. Eh bien, Jean-Marie Le Pen va inverser cela. Il va dire que c'est lui le résistant. Parce qu'il résiste contre la tendance à envahir son pays. Vous voyez le discours, comment il retourne bien l'argumentation de parti nationaliste, parti lepéniste, voilà, donc parti pétiniste. Voilà, c'était un petit peu l'association, nationalisme,
Le Pen, Pétain. Donc, il retourne l'argument, il dit non, ce n'est pas moi le collabo. Le collabo, ce sont les élites qui collaborent avec l'Union européenne, qui collaborent avec l'OMC, qui collaborent pour que les immigrés arrivent tous en France. Moi, je suis le résistant. Je résiste pour sauver la France. Voilà le discours de Jean-Marie Le Pen. Donc, le Front National est une force de libération de la France. C'est un idéal patriotique. Voilà. Le populisme Jean-Marie Le Pen, le populisme de Jean-Marie Le Pen et le populisme de droite, de Marine Le Pen, de sa fille aujourd'hui, c'est une nouvelle forme de démocratisation de la société française. Ils se veulent, dans le discours, une force de démocratisation. Ce n'est plus le démon, le diable fasciste et raciste. D'ailleurs, même les historiens contestent cela. Ce n'est pas un parti fasciste. Il peut intégrer des éléments néofascistes, néo-nazis, mais il s'en excuse même. D'ailleurs, Marine Le Pen, aujourd'hui, a fait en quelque sorte une purge de tous ces éléments néofascistes et néo-nazis de son parti. Pour résumer le programme du Front National, dans un article de 1994, vous allez voir, c'est assez limpide. Je lis le discours de Jean-Marie Le Pen prononcé en 1994. Pour redresser la France, vive la 6e République à construire. L'objectif, c'est de d'élaborer une nouvelle constitution. Écoutez bien, celle-ci doit être nationale, donc la préférence nationale inscrite dans la Constitution. Français d'abord, les Français en premier. Souveraine, c'est débarrasser de l'Europe, avec l'affirmation de la suprématie du droit français sur le droit européen. Sociale, avec le souci d'égalité des chances et la préférence familiale. C'est-à-dire le regroupement familial opéré par les immigrés, c'est fini. Plus d'indemnités, plus de subventions aux immigrés, c'est terminé. Populiste, il utilise le mot populiste dans ce discours de 1994, par l'institution du référendum d'initiative populaire. Voilà le grand enjeu du populisme Front National. C'est un contact direct avec le peuple. Comment obtenir un contact direct avec le peuple? C'est le référendum d'initiative populaire. Alors, qu'est-ce que c'est un référendum d'initiative populaire? C'est-à-dire les citoyens peuvent, avec des conditions, demander à ce qu'un vote, une loi, puisse être changé. C'est-à-dire que c'est la consultation du peuple. Alors c'est très intéressant parce que Macron, quand il y a eu l'épisode, il y a 2 ans, il y a 3 ans même, des Gilets jaunes en France, 3 ans, l'épisode des Gilets jaunes, vous vous en rappelez sûrement, Macron avait initié ce qu'il appelait le grand débat national. Et il avait précisé qu'il y aurait une réforme des institutions, une réforme du Sénat, qu'il y aurait une réforme de l'Assemblée nationale et qu'il y aurait une dose de proportionnel, voire même de tirage au sort. Donc tout cela a été oublié. Tout cela a été oublié. Il y a eu la pandémie, donc finalement, voilà, tout cela a été évacué par le trou de souris. On n'en parle plus aujourd'hui. Donc les partis populistes, les partis d'extrême droite, les partis d'extrême gauche, populistes, aujourd'hui, veulent ce contact privilégié avec le peuple, veulent ce référendum d'initiative populaire. Alors, il y a dans la Constitution française ce qu'on a appelé le référendum d'initiative partagée. Il existe ce référendum d'initiative partagée, mais il est partagé, c'est-à-dire partagé entre l'Assemblée nationale et une partie des citoyens. Donc, ce n'est plus véritablement un référendum d'initiative populaire. Et morale, la France doit être morale pour la justice qui passera et mettra au bas les corrupteurs. Donc voilà le slogan. Elle doit être nationale, souveraine, sociale, populiste et morale. Voilà la France voulue par Jean-Marie Le Pen. Troisième partie, j'ai un peu de temps. Troisième partie, question de méthode. Alors, on va approfondir encore plus, peut-être,
la notion de populisme. Question de méthode, donc, troisième et dernière partie. Le populisme est un style politique. C'est un style politique qui ne s'incarne pas dans un type défini de régime politique. On a des régimes parlementaires démocratiques. On a des régimes semi-présidentiels, présidentiels. Voilà. On a différents types. On a des monarchies parlementaires, on a des républiques. Voilà. Donc, c'est un style politique. Ni dans celui des contenus idéologiques. C'est un concept en réalité très malléable. Il existe, comme je disais tout à l'heure, des populismes de droite comme des populismes de gauche, avec des programmes économiques, là encore, très différents. Donc, il ne faut pas cataloguer, surtout pas, cataloguer le populisme sur la droite. C'est une erreur. C'est une erreur historique. Il y a des populismes de gauche comme des populismes de droite. Le populisme, ou les populismes, si vous voulez, c'est finalement un équilibre entre la condamnation et l'éloge. Soit on condamne, soit on désigne le coupable, soit on va dire « Ah, les vertueux, le peuple vertueux ». Il est anti-élitiste, surtout. C'est ça qui caractérise le populisme. Il exalte le peuple. Il est contre les élites, contre les intellectuels. Il rejette les médiations, c'est-à-dire le régime parlementaire, considérées comme limitatives ou tout simplement nuisibles, parce qu'il y a la corruption. Il faut le contact direct avec le peuple. Le populisme naît d'une crise de légitimité affectant l'ensemble du système de représentation. Aujourd'hui, vous savez, les citoyens votent, mais ils ne savent pas en réalité pourquoi ils votent, pour qui ils votent. C'est ça. D'où le régime de l'abstention. Il y a de plus en plus d'abstention et puis il y a de plus en plus de votes blancs et nuls. Les votes blancs et nuls qui ne sont pas comptabilisés. C'est ça le problème aussi. C'est aussi une forme de révolte des citoyens contre la réduction de la démocratie au formalisme de l'état de droit. C'est-à-dire que la démocratie est devenue technocratique. Elle s'éloigne du peuple. D'où le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est une crise de représentativité de notre système démocratique. Et le mouvement des indignés, dans les années 2000. Le populisme, c'est une incitation à régénérer la démocratie de l'intérieur, faire du neuf, faisant appel à la souveraineté du peuple. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la souveraineté populaire, souveraineté directe. En effet, la caractéristique fondamentale du populisme, c'est l'appel au peuple comme mode de légitimation. Que dit Mélenchon? Voilà un exemple, Mélenchon, de populisme de gauche. Mélenchon, qu'est-ce qu'il dit? La République, c'est moi. Le peuple, c'est moi. Voilà. Et de l'autre côté, c'est pareil. De l'autre côté, Zemmour fait la même chose. Le discours du populiste est mobilisateur, est très mobilisateur, d'où l'utilisation des médias. Il faut qu'il y ait une charge émotionnelle, une charge symbolique. Tous les immigrés sont des assassins. La France d'abord. Il faut marquer les esprits. C'est une instrumentalisation également. On le sait, le populisme, c'est une façon d'instrumentaliser le peuple. C'est évident. Donc, il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas avoir un discours. Vous voyez, il faut être nuancé. Le populisme peut avoir une charge extrêmement délétère, une charge extrêmement négative, mais peut être aussi un vecteur de mobilisation très fort de l'opinion publique. Le populisme peut être analysé comme une opposition entre une politique de la foi avec un engagement fort de ses citoyens et une mobilisation enthousiaste, et une politique du scepticisme,
Donc le populisme, c'est à la fois une volonté de dire « j'y crois encore à la politique », je veux faire des choses, je me mobilise pour changer les choses, mais c'est aussi un constat de dire tous ces partis politiques sont corrompus, la droite, la gauche, c'est pareil, ils ne tiennent jamais leurs promesses. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais voter pour Zemmour ou je vote pour Marine Le Pen. Alors, je ne sais pas si je vais continuer parce que c'est assez... Donc, c'est à la fois une volonté de faire du neuf, de tenter de faire du neuf, et une volonté de manipuler l'opinion. Une volonté positive de changer les choses, mais aussi une volonté de manipuler l'opinion pour mettre en place un programme qui serait, lui, antidémocratique ou pseudo-démocratique. C'est là le danger véritable du populisme. En conclusion, vous le verrez dans le récit, de ma conférence, dans le texte, vous verrez d'autres développements plus complets, plus techniques, mais je préfère ici conclure sur quelques mots, quelques phrases pour résumer un petit peu ce que je viens de dire. Donc, nous pouvons caractériser comme populistes les leaders qui exploitent avec succès ou non l'imaginaire populaire nourri par les idéaux démocratiques où domine le désir d'abolir la barrière et la distance, voire toute différence. Donc, c'est cultiver l'imaginaire populaire par des idéaux démocratiques en disant « je suis avec vous, je suis pour vous, je suis comme vous, donc je ferai comme vous et pour vous ». L'historien Guy Hermet nous apprend que le populisme cherche à apporter, alors c'est ça qui est fondamental, c'est ça qu'il faut retenir, une supposée réponse immédiate au problème. C'est-à-dire que Zemmour, qu'est-ce qu'il dit? Dans 6 mois, j'ai débarrassé tous ces immigrés de la France. En 6 mois. Vous verrez, je suis élu président, 6 mois après, il n'y a plus un seul immigré en France. Est-ce que vous croyez que quelqu'un va croire une seule seconde à ce discours? Mais certains y adhèrent, malheureusement. Donc, c'est apporter une supposée réponse immédiate au problème des gens, alors qu'aucune action politique réelle ne peut résoudre. C'est ça. C'est faire miroiter un idéal démocratique. Nous allons régénérer la France, nous allons nous retrouver entre Français, nous allons nous débarrasser de nos ennemis, nous allons être bien, finalement, entre nous, mais tout ça, c'est un discours, c'est un instrument. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. En tout cas, pas en 6 mois. Et même si Zemmour est président, je ne suis pas sûr qu'il puisse réellement appliquer 20% de son programme. Le temps du populisme est un temps mythique et l'action populiste relève de la magie politique. Selon l'historien Guy Hermet. Évidemment, on pourrait avoir d'autres discours de la part, évidemment, de ces politiques populistes. Alors, pour finir, j'ai indiqué au début de mon texte un documentaire que vous devez absolument voir et peut-être que vous avez déjà vu. C'est un documentaire que vous pouvez trouver très facilement sur Internet, un documentaire Arte. Vous savez, la chaîne Arte en France, c'est une chaîne remarquable où il y a d'excellents reportages. Un documentaire qui est de 2018 et qui s'appelle Propaganda. Propaganda. Propaganda explique, c'est remarquable, c'est 1 heure, c'est absolument à voir avec vos élèves. Moi, je l'ai vu, puisque en France, vous savez, on a histoire dans le cadre du tronc commun, c'est-à-dire histoire généraliste en quelque sorte, et puis on a ce qu'on appelle aujourd'hui en France des spécialités. C'est-à-dire les élèves en première choisissent des spécialités. Et beaucoup d'élèves choisissent la spécialité géopolitique. Et j'enseigne, à côté du Wachibac, cette spécialité géopolitique à des élèves de première. Et avec ces élèves, on étudie notamment le rôle de la religion, le rôle des frontières,
le rôle de la démocratie. Et on a visionné ce documentaire Propaganda. Propaganda explique la naissance ou la théorisation du libre consentement. Comment se fait-il que les gens fument alors que, on le sait, c'est mauvais pour la santé? Eh bien, il explique ça à travers l'histoire et notamment à travers le théoricien de cette idée du libre consentement, comment les gens finalement adhèrent à des idées politiques, à des idées qu'ils refuseraient normalement. C'est Édouard Bernays, vous le verrez dans le texte, c'est un Américain dans les années 20-30. Il a participé à des campagnes publicitaires, notamment sur l'introduction du bacon dans le petit déjeuner. Alors aujourd'hui, je ne sais pas qui mange du bacon au petit déjeuner, mais c'est extrêmement mauvais pour la santé, on le sait. Or, il a fait une campagne publicitaire demandant à des médecins de témoigner comme quoi le bacon était excellent pour la santé des jeunes Américains et qu'il fallait manger du bacon tous les jours au petit déjeuner avec des œufs et du jambon, prendre son thé, son café. Et il a même fait mieux, tenez-vous bien, dans les années 20-30, puisque à l'époque, aux États-Unis, la femme ne pouvait pas fumer en public. Elle ne pouvait pas. C'était mal vu, c'était voire interdit. La femme ne pouvait pas fumer. Et il s'est inspiré, parce qu'il est de la famille de Sigmund Freud, il s'est inspiré des thèses freudiennes pour faire en sorte que les femmes puissent fumer. Je vous passe les détails, vous le verrez dans le documentaire Propaganda, mais en quelque sorte, la cigarette est un instrument d'émancipation des femmes, a été en quelque sorte vendue comme un outil d'émancipation des femmes vis-à-vis des hommes. C'est effrayant, effrayant. Aujourd'hui, on serait effrayé par tout ça. Mais c'est véritablement ce personnage, c'est un personnage clé de l'histoire économique et de l'histoire politique du monde, finalement, sur le libre consentement. Comment les gens, finalement, adhèrent à des thèses qu'ils refuseraient dans la règle générale. Voilà, ils refuseraient, tout simplement. Et curieusement, ils adhèrent à ce genre de thèse. Édouard Bernays sur le libre consentement. Donc, le documentaire Propaganda que je vous recommande de voir. Maintenant, à vos questions. Je vous écoute. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non? Pas de questions. Je vois que c'est connecté Jean Bouville qui a fait la dernière conférence sur le même thème, mais du début du XXe siècle. Là, Joanne, je ne sais pas si tu es là. Non? Bon, s'il y a quelqu'un qui pose une question, non? C'est pas facile, hein, c'est pas une leçon facile. Hein, le populisme, le national-populisme, il faudrait parler